C'est une question qu'on ne se pose jamais. Serait-il possible qu'un jour la terre de France ne puisse plus nous nourrir ? Et là, pour moi, c'est du massacre. Là, c'est plus de l'agriculture, c'est du massacre. C'est pas la peine de faire ça. On n'a pas besoin de tuer la terre pour se nourrir, c'est pas vrai. Beaucoup de civilisations se sont effondrées parce qu'elles ont épuisé leur sol. Quand on va mourir, est-ce que la terre sera meilleure ou pire qu'on l'a trouvée ? L'industrialisation de l'agriculture n'a augmenté la fertilité qu'à court terme. Se serait-on trompé tout ce temps ? C'est comment on arrive à mentir aux paysans, comment on arrive à mentir aux consommateurs. Parce qu'il y a tout un business derrière. On dit nourrir la planète. On ne nourrit pas la planète, on engraisse le système. Au détriment de la vie. Ça, c'est le truc, ça me... Ils sont de plus en plus nombreux à prendre conscience de l'enjeu, à inventer, hors des sentiers battus, une toute nouvelle agriculture, durable. Cette mutation de l'agriculture, elle est là, elle va faire passer l'agriculture de ce qu'on a connu, beaucoup de machinisme, beaucoup de chimie, à une agriculture avec moins de machinisme, moins de chimie, beaucoup plus d'intelligence, de connaissances et d'agronomie. Mais qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent bon la forêt. Là, on se sent bien, là on se sent protégé. Pour une bonne partie du monde agricole français, Claude et Lydia Bourguignon sont de dangereux révolutionnaires. Car depuis 25 ans, ces deux biologistes répètent un message qui dérange. Moins on travaille la terre, et plus elle est fertile. Là, en tant que biologiste des sols, pour nous, c'est... Là, on est dans le point d'origine des sols. C'est là que tous les sols naissent sur Terre. La forêt. Ouais, c'est sous la forêt. La forêt, elle n'est jamais labourée et c'est un milieu d'une grande fertilité. Et pourtant, personne n'y met des engrais, personne n'y met de pesticides, personne n'y met rien. Et tout pousse. Les arbres sont magnifiques. Donc avec Lydia, notre travail, c'est ça. C'est comprendre qu'est-ce qui se passe là. Et c'est ce modèle qu'on essaye d'appliquer chez les agriculteurs. Vous voyez, là, on a un morceau de bois. Eh bien, en fait, les champignons, ils vont consommer le bois. Et ce bois devient le sol. Pour les deux scientifiques, l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui détruit la terre. C'est sûr que c'est le bon chemin? Oui. À l'origine, ce champ était à la même hauteur que la forêt. Et là, il y a un sacré dénivelé, hein, entre le champ et la forêt. Waouh! Avec le labour, au lieu de laisser la matière organique au-dessus pour qu'elle se transforme en humus et puis qu'elle permette au sol de s'épaissir, avec la charrue, on met la matière organique au fond, elle donne plus d'humus parce que les champignons qui font l'humus, ils ont besoin d'air, ils ont besoin d'oxygène pour faire de l'humus. Comme on les enfouit dans la terre, on enfouit les pailles dans la terre, on peut plus faire d'humus et donc la terre, elle fond, elle s'en va. Puis alors après, les argiles partent dans les rivières et puis la terre disparaît. Alors c'est un processus qui est lent, mais enfin vous voyez quand même en 70 ans on a perdu 25 cm de terre, quoi. T'es déjà sur le caillou, hein? Je suis en train de sentir la terre jaune là. C'est-à-dire que là j'arrive dans ce qu'on appelle le sous-sol. Là j'ai un sol qui fait 25 cm. Donc ça veut dire que dans 70 ans, enfin entre 50 et 70 ans, il n'y aura plus de sol. Ici on sera sur le caillou. On pourra plus nourrir les hommes à partir de ce sol. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'abandonner, on va faire une friche. C'est une agriculture qui n'est pas durable. C'est une agriculture qui détruit son sol au lieu de l'améliorer, au lieu de l'enrichir. 25 cm de terre perdue, c'est 2500 tonnes par hectare. Parti remplir les rivières. Lydia et Claude ont fondé leur propre laboratoire. Ils analysent, pour les agriculteurs,
la biologie de leur sol. La terre labourée, vous voyez ce sol qui est très très dur. Je vais vous montrer. En surface, on a absolument zéro. Celui-ci, par exemple, ne va pas très bien. On n'a rien du tout. Donc là, on va interpeller l'agriculteur par rapport à ça. Une terre fertile, au microscope, ça ressemble à ça. Mais la plupart du temps, c'est plutôt ça que les deux chercheurs découvrent. Et chaque année, on voit la moyenne, on fait la moyenne d'activité biologique de tous les sols qu'on a analysés dans l'année, et chaque année, ça baisse. Nos sols sont un peu moins fertiles. Ils perdent leur fertilité. En 25 ans, Claude et Lydia Bourguignon ont fait plus de 8000 analyses de sol dans le monde entier. Donc ici, on est au-dessus du garage, c'est là qu'il y a les archives de sol. On garde des sols particuliers qui viennent du monde entier, et on met ça dans des bocaux à confiture. Et puis ici, vous avez tous les documents, donc ils sont classés par département. Hein. On a quand même fait pas mal de trous rien que dans notre pays. On est tombé sur des sols où il n'y avait pas d'activité biologique décelable au laboratoire. Oui, il n'y avait rien de décelable, c'est-à-dire qu'on n'avait pas plus d'activité que les sols du Sahara. Les plus violemment agressés, c'est ceux du Nord, avec des cultures industrielles intensives, et puis les sols d'arboriculture et de viticulture, quoi. C'était les plus touchés. Je vais vous en prendre un pour vous montrer. À Renaud-Bernard, voilà. Donc ça, c'est notre premier client, c'est notre première analyse. Alors, vous voyez, c'est du souvenir, hein, parce que retrouver le premier client du laboratoire. Ça a été facile d'avoir vos premiers clients? Non, ça a été très compliqué. On s'est fait des cheveux blancs avec Lydia. Parce que quand on disait aux gens, on va mesurer l'activité biologique de vos sols, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on a à faire l'activité biologique des sols? Ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on va produire. Et on leur disait, non, mais votre sol, il a besoin d'être vivant pour garder sa pérennité, mais ça les intéressait pas. Mais on était jeunes, alors c'était bien. Quand on est jeune, on est fou, donc on réalise pas les difficultés des choses. Difficile d'expliquer aux agriculteurs qu'ils ont eux-mêmes abîmé leur terre. Car depuis 50 ans, ils tirent fierté de labourer toujours plus profond, persuadés que cela améliore la fertilité. Chacun tire son sillon le plus droit possible, parfaitement horizontal, bordé de murailles bien verticales et d'une profondeur constante, et ne laisse ni d'un côté ni de l'autre traîner des herbes ou du chaume. L'industrialisation de l'agriculture est alors vécue comme un grand progrès. L'arrivée des engrais et des pesticides augmente spectaculairement les rendements. La production est rationalisée en regroupant les parcelles. Et pour cela, d'énormes titans tels que bulldozers et pelles mécaniques défoncent le sol, arrachent les racines et les souches, et grâce à ces techniques ultramodernes, les arbres qui gênaient les communications sont abattus en quelques instants. En France, le remembrement commence dans les années 60. En 20 ans, 750 000 km de haies sont arrachés, 18 fois le tour de la Terre. À l'époque, seuls quelques écologistes tirent la sonnette d'alarme. Jean-Christophe Bady fait partie des repentis de l'agriculture conventionnelle. Cet agriculteur du Gers a cessé d'utiliser les engrais et les pesticides il y a 8 ans pour des raisons de santé. Le poison. Chaque fois que je l'employais, même avec le masque, je saignais du nez. Et là, ça c'est les vestiges de l'agriculture conventionnelle. Ça c'est vieux ça. Les bidons en alu comme ça, c'est les années 80 ça. On était fous, oui. Et encore, nous on a eu une certaine mise en garde par rapport à ces produits quand on est allé à l'école, quoi. On nous a appris les molécules, tout ça, on nous a dit que c'était dangereux, mais il fallait faire attention. La génération d'avant qui n'a pas été à l'école, on leur disait rien, ils touchaient les produits avec les mains, sans masque, sans rien.
C'est un empoisonnement terrible, quoi. On a peut-être sacrifié 2 générations, quoi. À vouloir appliquer une agriculture comme ça, c'est un truc de dingue. Pour enrichir son sol, Jean-Christophe a alors cherché des méthodes alternatives à la chimie. Il y a 3 ans, il a opté pour l'agroécologie préconisée par Claude et Lydia Bourguignon. Plus aucun labour et une couverture végétale permanente de la terre. Alors aujourd'hui, je vais semer, ça c'est du radis fourragé, c'est une crucifère. En gros, ça va remplacer tout ce qui est travail du sol. La charrue, les outils à griffes, éventuellement le décompacteur. C'est une racine pivotante très puissante. Et à côté, ça je vais l'enterrer, c'est de la févrole. Ça va remplacer tout ce qui est les engrais. Voilà, c'est-à-dire que ces plantes-là sont capables de fixer l'azote de l'air et le remettre dans les racines. Et elle libérera l'azote dans le sol. Voilà, donc avec ça, je remplace beaucoup d'outils et d'engrais chimiques. Ça fait un gros pivot qui va venir décompacter le sol. Donc autant dire que ça fait, on va dire, le boulot d'un bon cultivateur ou d'une bonne charrue. C'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes d'habitude? Voilà, ça c'est ce qu'on nous a appris, les mauvaises herbes. Mais il n'y a pas de mauvaises herbes, puisqu'elles ont chacune un rôle. Là, je redeviens paysan, donc c'est quand même intéressant, quoi. On pourrait presque dire jardinier, puisqu'on travaille avec toutes ces botaniques, toutes ces fleurs, toutes ces plantes. Moi, cette terre, je l'aime, quoi. On lui donne de l'amour et elle nous rend des plantes. Donc, on vient de là, on repartira là, et ainsi la vie est faite, quoi. Depuis qu'il a arrêté le labour et les engrais, Jean-Christophe passe 5 fois moins de temps qu'avant dans son tracteur. Et 5 fois plus à arpenter ses parcelles pour observer ses plantes. Pour lui, les couverts végétaux ont sauvé son exploitation. Le couvert végétal, c'était pour pallier à un problème d'érosion. Comme c'est une région assez vallonnée, chaque fois qu'il pleuvait, on retrouvait tout ça ou dans les rivières, les ruisseaux, les lacs, les mares. Voilà, donc on perdait la terre fertile. Je ne perds plus de terre, je commence à reconstruire. Voilà. Donc ça va pas vite, ça va pas aussi vite que démolir, mais je ne perds plus mon sol. Pour l'instant, les agriculteurs convertis aux couverts végétaux sont encore rares. En France, il serait 3000 environ, 1 sur 200 seulement. Mais ces nouvelles pratiques agricoles viennent de gagner un avocat de poids. Accueilli ce matin en grande pompe, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture en personne. Ça fait longtemps que j'étais venu. Bonjour, vous avez le bonnet, vous beau, là. Il nous a donné rendez-vous dans la Sarthe, chez un agriculteur qu'il présente en modèle. Regardez, 10 hectares, là, ils sont couverts. Et alors, ça en fait, hein. Il y en a de la vie, là, hein. Philippe Pastoureau a été l'un des tout premiers en France à arrêter de labourer. C'était il y a 20 ans. J'ai eu la chance qu'un jour des voisins sont venus me voir et ils m'ont dit « Philippe, est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble et pour faire des économies, on arrête de labourer ?» quoi. Et c'est comme ça que ça a démarré. Bien avant de penser à l'écologie. C'est l'économie qui nous a amenés ici, quoi. Et en fait, moi, j'ai décidé de remplacer le travail mécanique, qui était fait par une charrue, par du travail biologique, qui maintenant est fait par des vers de terre. Et la seule condition, j'ai mis du temps à le comprendre, c'est que les vers de terre, ils sont d'accord de bosser pour moi, à la seule condition que je les nourrisse. Et pour les nourrir, il faut poser des résidus sur le sol. Et ça, dans la tête, il m'a fallu 10 ans pour l'accepter, quoi. Le labour, c'est devenu une culture paysanne. Labourer, ça fait partie de la culture. C'est pour ça que c'est très dur de revenir sur cette culture. On va aller chercher dans le sol et on va voir ce qu'il y a dessous. Parce qu'on parle sur le sol, alors que dessous, il y a plein de choses qui se passent. Et voilà un beau ver de terre qui se trimballe là. Voilà, il bossait pendant qu'on était au-dessus. C'est dimanche, mais c'est dimanche, pour eux, c'est pas un problème.
Qui est là. Là, on le voit bien. Voilà, regardez, il monte, là, il remonte, là. Ah oui, il y en a d'autres, là. Ouais, pas mal. Ah, il n'y avait aucune chance qu'il sorte, hein. Il était long. Hein. Il était long. Travers du sol. Un mineur. C'est bien. Ça, c'est votre combat, là. C'est pas mon combat, j'ai mon copain camarade de Vers de Terre qui bosse, là. Ouais, il bosse pas, là, on l'a empêché, là. C'est des travailleurs au noir? C'est pas au noir, c'est des travailleurs souterrains, en tout cas. Ça perçoit un carabe. Un carabe, ah ouais. Ça, c'est très important, vas-y. Voilà. Ça, c'est un carabe. Voilà. Un insecte dans le sol. Et en fait, ça, c'est un allié. Hein. Ça me permet de réguler naturellement mes limaces. Et c'est ça qui est compliqué quand on passe d'une agriculture conventionnelle à celle-ci. C'est qu'il faut que toute cette diversité revienne. Et c'est pour ça qu'il faut créer l'habitacle. Et en fait, une fois que vous avez créé les logements, ben, ils arrivent. Quoi. Et après, ils vous rendent service. Quoi. À l'époque où je labourais, cette couleur jaune, elle montait jusqu'ici. Et en fait, mes racines s'enracinaient sur cette surface-là. Aujourd'hui, les racines descendent facilement à 40 cm et vont plus loin. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je stocke des résidus sur le sol, les vers de terre viennent les brasser. Et en fait, mon sol devient de plus en plus sombre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à produire plus que ce que je faisais avant en conventionnel. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut 5 ans pour démarrer le sol. Et au bout de 10-15 ans, on commence à en avoir les bénéfices. Bénéfices productifs et bénéfices écologiques. Car les couverts végétaux sont en plus une solution au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est trop de carbone dans l'air. Les plantes, par la photosynthèse, absorbent le carbone superflu de l'air et l'emprisonnent dans le sol. Ce carbone devient alors bénéfique. Il fertilise naturellement la terre. En tout cas, si des gens comme Philippe, on arrive à étendre ça à l'échelle de la planète, c'est-à-dire avec des systèmes différents, hein, mais si on avait ces principes-là, on pourrait stocker, je l'ai dit, à peu près l'équivalent du carbone que l'on produit aujourd'hui au travers des activités anthropiques. Changer d'agriculture pourrait donc compenser nos émissions de carbone à l'échelle planétaire. Le mouvement de restauration des sols émerge partout dans le monde. Aujourd'hui, Claude et Lydia Bourguignon se rendent chez Aldo, un vigneron italien qu'ils suivent depuis 2 ans. Je crois qu'Aldo va nous demander, il vient d'acheter une nouvelle parcelle, et il voudrait savoir dans quel état elle est et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour la remettre, parce que souvent les parcelles ont subi des pesticides, etc. Et il va nous demander de l'aider à remettre cette parcelle debout pour que le vin reprenne de la complexité et redevienne ce que lui veut faire, parce que Vajra fait un des meilleurs vins du Barolo, et il a une exigence qualitative assez élevée. Au fil des années, les Bourguignons ont été surnommés les médecins des sols. C'est toujours difficile quand le sol est très malade. Quand on était plus jeune, on ne réalisait pas l'impact que ça allait faire chez quelqu'un. On disait presque, votre terre est quasiment morte. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était tellement dur à dire, parce que les agriculteurs ou les vignerons, leur terre, c'est comme leur enfant. Donc maintenant, on y met un peu plus de forme. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on est obligé d'annoncer des nouvelles qui sont difficiles. Hein. C'est une nouvelle parcelle, Aldo? Ça, c'est une nouvelle parcelle, voilà, qu'on vient de prendre. Oui, je le vois. Ouais. Aldo Vajra fait l'un des vins les plus réputés d'Italie. Au début, on a eu un peu peur parce qu'on a beaucoup de racines très très grosses en superficie. Mais alors, on a un enracinement profond qui est magnifique. Ah oui, c'est vert, là. C'est vert, hein. Souvent, quand on a cette coloration verte, ça veut dire qu'on a des sols qui sont riches en magnésium. Et le magnésium, c'est l'amertume d'élégance, ce côté, pas l'amertume de l'herbe qui est à mauvaise maturité. C'est-à-dire qu'on a... 6,3. Combien 5Y 6,3. 5Y 6,3. Et pour moi, que je suis
un fils de 68, la liberté, ça veut dire la connaissance. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de comprendre la terre, nous avons besoin de comprendre nos vignes pour mieux faire notre métier. Donc ça, normalement, ça doit faire des vins très fins, très élégants. Ça doit être très joli, ça. Ce jour-là, le diagnostic des docteurs bourguignons est rassurant. Oh là là. Mais le lendemain, un peu plus loin au bord de la route... Je vais vous montrer un cas intéressant de sol vraiment massacré par des labours trop profonds. Oh là là, t'as vu la luisance? C'est un labour couché. Ouais, ce qu'il a fait, là, c'est des morts. Hein. C'est tout notre combat. C'est d'essayer qu'on arrête de faire ça. Ça nous fait mal. Moi, j'en suis malade. Enfin, j'ai l'impression que c'est moi qu'on a retourné. Avec le soc de la charrue, il a complètement lissé, ça brille. Hein. On voit toute la terre qui brille, là, au loin. Donc là, c'est tellement lisse que les racines ne pourront jamais traverser un truc pareil. Puis il a enfoui toute la matière organique. C'est pour ça qu'il y a cette mauvaise odeur de putréfaction qu'on sent. On sent que ça pue la vase. Ils sont fous. Hein. Ah, ça pue, hein. Ça pue la fermentation, là. Pauvre terre. Un chaos, quoi. C'est plus un labo, c'est un chaos. Il va falloir à un moment que les hommes apprennent à la respecter, mais le temps n'est peut-être pas encore venu. Il faudra peut-être attendre encore un petit peu. Cela fait pourtant déjà 25 ans qu'ils attendent. Au début de leur carrière, les Bourguignons travaillaient pour l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Remets-toi dans le trou. À l'époque, leurs rapports sur l'état inquiétant des sols ont été systématiquement écartés. Et nous, on voyait les sols mourir. Hein. Donc, je veux dire, quand vous voyez les sols mourir et que vous êtes scientifique, votre devoir, c'est de le dire. Quand on a commencé à le dire, immédiatement, la direction a dit il n'est pas question de dévoiler ça, il ne faut pas en parler. Vous êtes assujetti à droit de réserve, vous ne devez rien dire. Comme dans tout, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. En fait, l'INRA est devenu de moins en moins public. Et on a eu de l'argent avec des contrats. Et à ce moment-là, plus de possibilité de liberté de parole. Parce que, comme c'était des contrats des industries agroalimentaires ou des grosses industries productrices de pesticides et de tous ces produits-là, donc très vite, l'INRA perdait son indépendance. Plus une terre est morte, plus il faut lui mettre d'engrais, plus il faut mettre de pesticides. Même si elle produit de la mauvaise qualité, il faut quand même qu'elle continue à produire. Donc on gagne beaucoup d'argent à tuer la terre. C'est ce qu'on mange, ce qu'on donne à nos enfants, ce qu'on donne aux générations futures. C'est absolument inacceptable. Claude et Lydia décident alors de démissionner pour fonder leur laboratoire. Allez, mon Dieu. Tu sors de l'enfer, voilà. Un quart de siècle après les premières mises en garde de Claude et Lydia Bourguignon, les organismes publics prennent la mesure du problème. Stéphane Le Foll a réuni un panel d'experts au ministère. Ça va bien? Non, ça va? Parmi eux, le directeur actuel de l'INRA. Bon, allez, on y va? Parce que vous les gars, là... Allez! Tous sont désormais acquis à la cause de l'agroécologie. C'est un projet qui s'appuie sur des agriculteurs qui peuvent déjà montrer ce qui se passe sur le terrain, comment on stocke du carbone. Quand on en discute au sein de l'Institut, on a l'impression que finalement en France, globalement, il y a le potentiel. Un des enjeux du programme... c'est de montrer que dans le monde... Ça va être de montrer que dans le monde, ça va être faisable. Changer d'agriculture devient urgent, car les rendements stagnent depuis maintenant 30 ans. Est-ce que le modèle conventionnel français est arrivé dans une impasse? Pas une impasse, mais dans des limites. Et c'est parce qu'il y a un moment où un modèle arrive aussi au bout de ses capacités qu'on commence à réfléchir à la mutation en cours et comment on l'anticipe. Entre la fin du premier modèle, l'émergence du deuxième, enfin du suivant, et qui se chevauche pendant pas mal d'années, ça prend 10-15 ans, c'est vrai. Qu'est-ce qui a appauvri les sols en France en carbone? Ça, c'est une bonne question.
Il y a des choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. Donc ça fait aussi partie des éléments qui nous permettent aujourd'hui un peu de changer de point de vue. La diversité microbiologique des sols, bon, c'était un concept, maintenant ça commence à être quelque chose de mesurable. Et ça, c'est quand même une nouveauté aussi. Merci. Hein. C'est une situation d'urgence, déjà. Ouais. C'est une situation d'urgence, oui, oui. Est-ce qu'on a le temps de résoudre ces problèmes-là? On n'a pas le choix. On a le temps de prendre le temps? On n'a pas le choix. 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 On a le devoir d'aller très vite et d'accélérer le processus. Et on n'est jamais aussi bon que quand on sait qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et donc, on va être bon. Il y a un débat, mais les deux seront chez nous. La législation va donc devoir évoluer. En attendant, le secteur privé s'intéresse de plus en plus à ces nouvelles méthodes agricoles. C'est le cas de Roland Feuillat, un boulanger passionné. Cet ancien ingénieur informaticien s'est reconverti dans la culture des blés anciens, avec lesquels il fait du pain d'exception. Ah, il faut le travailler comme ça, on le sort à la table. Regardez, ça dégouline de partout, quoi. Voilà. Ça, je peux vous dire, c'est hyper digeste. Et regardez comme elle se tient, comme elle est belle. On a sorti de la soupe liquide. Voilà. Les blés anciens, c'est ça. C'est des gluten faibles. Pour nous, une des principales motivations, c'est de faire un pain qui soit extrêmement digeste et extrêmement bon pour la santé. Pour cultiver ces blés précieux, Roland cherche des terres saines dans toute la France. Aujourd'hui, il a fait 3 heures de route pour retrouver dans le Gers Jean-Christophe Bady, l'agriculteur jardinier qui ne laboure plus. Roland a un petit trésor à lui confier. Dicocum et un triticum turgidum. Encore une poche? Ouais, alors ça, je connais des botanistes qui ont cherché ça toute leur vie. Tu vas voir tes mains. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Oh là là là. Voilà. Attention, t'en as perdu un. Ah ouais, ben là, on va me perdre. Si tu sens l'odeur aussi. Ce dont on est convaincu et qu'on commence à démontrer, on va aller encore beaucoup plus loin dans la démonstration, c'est que plus on a cette vie du sol, plus on a cette agroécologie, plus on récupère une nourriture pour les hommes qui est extraordinairement bonne, et déjà sur le plan de la nutrition, de la digestibilité, du zéro impact épidémiologique. Donc plus on a l'agroécologie, plus on a une bonne nourriture. Et ça, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Ça ressemble au grand épeautre. Ouais. Il y aura des épis assez gros et avec des barbes noires. Voilà. Hop. Allez, va voir Roland. C'était normal de la mener, c'est pour elle un peu. Ouais. Hein. Ah oui, c'est pour elle. Eh ouais. Je pense qu'au fond de nous, ce qu'on fait, on le fait beaucoup pour les générations futures. Et on peut estimer que la Terre ne nous appartient pas. Elle est déjà à cette petite fille et potentiellement à ses futurs enfants. Voilà. Il faut avoir ça à l'esprit dans tout ce qu'on fait. Tiens. Jean-Christophe va semer le précieux grain de Roland dans le trèfle, le chardon et la luzerne. Jean-Christophe est encore en période de conversion entre agriculture conventionnelle et agriculture écologique. Il faut 5 ans en moyenne pour retrouver de bons rendements et des comptes équilibrés. Des papiers, on fait que ça, quoi. Est-ce que vous trouvez que l'État, les pouvoirs publics aident suffisamment les agriculteurs à passer à ce type d'agriculture verte? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Regardez, moi je suis sur une agriculture où c'est que je n'ai pas de gaz à effet de serre, je stocke le carbone, je stocke l'eau, je filtre l'eau, je ne bouche plus les fossés. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai pas un centime. Au contraire, ça me coûte. Pourquoi pensez-vous que les pouvoirs publics n'aident pas les agriculteurs comme vous? Ils n'aident pas, pourquoi?
Cette agriculture-là, elle est autonome, elle coûte rien à l'agriculteur. Une agriculture conventionnelle, elle vend des produits phytosanitaires, elle vend de l'engrais, elle vend du pétrole, elle vend des machines agricoles. Il y a toute une économie derrière. J'ai rien contre eux, hein. Je parle juste du système, mais quand vous allez dans les chambres d'agriculture, vous voyez tout ce monde. Je crois qu'il doit y avoir 3 fois plus de personnel dans les bureaux que dans les chambres. Il y a un malaise quelque part. Voilà. Et cette économie-là, l'agriculture a fait vivre beaucoup de monde. Le jour où on aura compris que les paysans sont là pour nourrir les gens et pas pour engraisser un système, là je pense qu'on aura fait un grand pas. Bon, il faut espérer que ça bouge, quoi. Pour une fois qu'on a un ministre qui parle d'agroécologie, c'est des mots qu'on n'avait jamais entendus. Voilà, donc on parle d'agroécologie, c'est très bien. Que ça continue. L'avenir, cela fait 25 ans qu'ils y travaillent. Aujourd'hui, Claude et Lydia fêtent l'anniversaire de leur laboratoire. Ça va, toi? Ouais, il y a même la télé. 350 invités, pour la plupart des agriculteurs convertis aux méthodes bourguignon. On a des gens qui viennent d'Espagne, on a des gens qui viennent d'Italie, on a des gens qui viennent de Bretagne, de l'autre côté de la France. Donc en fait, c'est un véritable soutien, quoi. C'est même très très émouvant. Ouais, ça fait chaud au cœur. Ah oui, oui. Ouais, Parmi la foule, un vieux monsieur a une importance toute particulière pour les 2 scientifiques. Donc là, Bernard Renault, c'est le client qui a le numéro 1 dans nos dossiers. C'est notre premier client il y a 25 ans. Quand il m'a démontré que ma terre, je perdais la vitalité de ma terre que j'avais travaillée, je dois vous dire, quand il m'a dit ça, j'étais debout, je suis tombé à genoux devant ma terre. Parce que mais c'est pas possible que j'arrive à faire ça de ma terre, que je dévitalise mon sol dans mes pratiques agricoles. J'ai eu honte de moi-même, voyez. Et là, j'ai compris qu'il fallait vraiment arrêter ça. Voilà. Mais c'est grâce au travail au départ de chez Bourguignon. À 55 ans, je l'avoue, j'ai refait une autre vie de paysan. J'étais dans la découverte de la connaissance de la nature, parce que nous avons oublié ça. Et c'est ça que nous avons mis en place maintenant et dans le nouveau millénaire. Je voudrais aussi remercier les gens qui nous ont aidés. Les Bourguignons avaient aussi invité les politiques, mais rares sont ceux qui ont fait le déplacement. Il a fallu les supplier, on les a suppliés. Et ils ne sont pas venus. Les lobbies sont encore trop puissants. L'agriculture française, son futur, ce n'est pas d'être dans la chimie, ce sera d'être dans le respect des sols. Mais les lobbies ne veulent pas. C'est pour ça que moi, j'aimerais pas être à la place d'un ministre de l'Agriculture en France, parce que je pense qu'on a les pieds et les poings liés. Bon, au revoir. Nous avons demandé au ministre s'il se sentait, lui, entravé par les grands groupes industriels. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, on a vécu des mutations. Il y en a 4 ou 5. On est peut-être à la 6e. Cette mutation, quoi que vous vouliez faire, elle va se faire. Elle est engagée. Vous leur dites, adaptez-vous ou vous mourrez? Ah, je leur dis, oui. Adaptez-vous, vous allez avoir... alors, mourrez, j'en sais rien, hein, ça sera sûrement dans longtemps. Mais adaptez-vous, sinon, de toute façon, vous disparaîtrez. Et il va y avoir des nouvelles formes d'activités qui vont se créer, mais ça sera sans vous. Et vous dites, au plan politique, vous ne subissez pas de pression réelle, économique, quand vous parlez de changer d'agriculture? Ah si, mais attendez, je subis pas de... Est-ce que vous pensez que tout le monde est d'accord avec moi? Non. Donc, alors après, est-ce que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi exercent une pression sur moi? Bah, oui, on peut considérer qu'ils prennent une pression. Ils exercent une pression sur moi. Mais en même temps, le fait que je ne sois pas d'accord avec eux, je suis au moins d'accord avec ce que je fais, et j'essaye de faire en sorte qu'il y ait aussi des appuis pour pouvoir pousser et aller dans le sens dans lequel je veux aller. Merci. Merci. Il y a quelques mois, un appui de taille pour la transition vers l'agroécologie est venu d'une petite ferme normande, jusqu'alors inconnue. La ferme du Bec et Loin, fondée il y a 10 ans seulement, par Charles-Hervé Gruyé, sur un terrain plutôt ingrat au départ. Ici, on est sur l'île Jardin, voilà.
C'est un petit peu un fantasme de marin échoué à terre, d'avoir une île pour jardin. C'est à la fois un petit labo et en même temps c'est un jardin qui se révèle extrêmement productif. Alors que le sol à l'origine était super pauvre. Notre grande fierté, si on doit en avoir une, c'est d'avoir réussi à créer ce sol. Parce qu'on avait une quinzaine de centimètres de mauvaise terre sur un lit de cailloux. Donc le sol sur lequel croissent nos végétaux, il est beaucoup d'origine anthropique, c'est-à-dire créé par nous, par les êtres humains, avec tous ces paillages. On est amoureux de notre terre, voilà. On la bichonne, elle est vivante, c'est vraiment une compagne. Charles et sa femme Perrine n'étaient pas agriculteurs. Lui était réalisateur de films et elle juriste. Ils ont élaboré leur méthode en mélangeant les découvertes les plus modernes sur la microbiologie des sols à des techniques ancestrales. Alors le travail ici se fait complètement à la main. Mais on a des petits outils merveilleux de simplicité et d'efficacité. 12 rangs de légumes sur 80 cm de large. Là où un tracteur serait obligé de les espacer d'à peu près 30 cm pour circuler entre les rangs, quoi. Et c'est l'un des secrets de la productivité de la ferme, c'est des outils manuels, totalement manuels, mais très efficaces. La petite exploitation atteint rapidement une productivité hors norme. 10 fois celle d'un maraîcher classique, grâce aux méthodes agroécologiques, notamment l'association de végétaux. Donc par exemple, sur une planche comme celle-ci, on pourrait très bien implanter plusieurs légumes d'un coup. On mettrait en même temps 2 rangs de pommes de terre, un rang de fèves au milieu et on implanterait le tout de mâche. Donc ce qui se passerait, c'est que dans le temps, on commencerait par récolter notre mâche, les pommes de terre et les fèves commenceront à sortir, on récoltera ensuite nos fèves et à la fin, une fois que nos fèves auront terminé, on récoltera nos pommes de terre et on reprendra à zéro pour une nouvelle association et on essaiera d'optimiser au mieux cette surface-là. Ils ne puisent pas les mêmes minéraux, ils ne puisent pas les mêmes nutriments, ils n'apportent pas les mêmes au sol et donc forcément, ils s'apportent des avantages entre eux. En 2011, l'INRA décide de venir étudier le phénomène bec et loin. Son rapport final, sorti en 2015, conclut qu'il est possible, sans chimie ni travail du sol, de produire davantage, tout en rémunérant confortablement l'agriculteur. Dès la première année, les 1000 mètres carrés ont produit 32 000 € de légumes. Ce qui démontrait que c'était viable. Mais en fin d'études, on a atteint 55 000 €. Et du coup, là, ça devenait même confortable. Et on en est qu'au tout début, c'est-à-dire qu'on constate qu'on a encore une énorme marge de progrès. Alors cette étude a fait l'effet un peu d'un gros pavé dans la mare au sein de la profession. Beaucoup nous accusent d'être des affabulateurs, pourtant les chiffres sont béton. Et en même temps, ça suscite beaucoup d'enthousiasme, tant en France qu'à l'étranger, parce que une agriculture qui se révèle très productive, avec des produits délicieux, économiquement rentables, mais qui stocke du carbone, qui protège la biodiversité, que demander de mieux, quoi. Ça semble presque trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, la ferme du Bec et Loin est observée à la loupe par des chercheurs australiens, américains, brésiliens, qui viennent s'inspirer de ces pionniers. Voilà pour ce document signé 13h15 le dimanche. Tout de suite la météo, Tania Young. Puis vivement dimanche, Michel Drucker reçoit Michel Bouquet. Je vous donne rendez-vous à 20h pour votre journal. Les invités ce soir, Omar Sy et James Thierry pour Chocolat, le film événement. À ce soir.